Mesdames et messieurs, chers auditeurs et auditrices, téléspectateurs et téléspectatrices, bonjour et bienvenue au bulletin d'information du 16 août 2026. Vous êtes à l'écoute de Radio-Télévision Nouria Machariki Official, votre source d'information fiable et actualisée. Merci de votre fidélité. Dans ce bulletin d'information, nous vous présenterons les principaux événements de l'actualité du Rwanda, de la République démocratique du Congo et d'ailleurs au monde. Excellente écoute à toutes et à tous. Voilà, donc nous sommes à La Haye, nous sommes en Hollande. Comme vous le savez, la journée a été vraiment très chargée. Nous avons commencé par la Cour pénale internationale, tout simplement parce qu'il y avait des crimes, des génocides contre les Banyamulenge où il fallait les dénoncer. Nous avons agi en responsabilité, en tant que citoyens, en tant que peuple, en tant que population. Tout simplement parce qu'il y a un silence complice de la communauté internationale. Nous commençons par dire qu'il y a un silence complice des Nations Unies parce que la MONUSCO opère en République démocratique du Congo. La MONUSCO se tue face au massacre, face à l'exaction contre les Banyamulenge. Là, nous parlons des Banyamulenge. Le matin, nous étions à la CPI et cet après-midi, nous organisons une cérémonie pour commémorer le massacre d'Engartumba. Encore une fois, les Banyamulenge, victimes des exactions et massacres organisés gratuitement parce qu'il faut exterminer cette population, parce qu'il faut les éliminer, parce qu'il faut les épirer. Il faut faire tout pour qu'on ne parle pas des Banyamulenge, qu'on ne parle plus de cette population-là, qui pourtant est congolais. Moi, je suis activiste, je suis membre de la société civile, je suis de l'Ouest, je fais les déplacements. Nous avons documenté là où personne ne pouvait y aller. Nous avons montré à la face du monde, aux Nations Unies, à l'Union européenne, les exactions commises contre les populations. L'inaction des organisations des droits de l'homme, pourtant financées par l'Union européenne, financées par les Nations Unies. C'est aussi une manière pour nous de dénoncer cette inaction, de dénoncer ce silence complice, de dénoncer cette volonté de cacher la vérité, d'empêcher à ce que les exactions qui sont commises contre les Banyamulenge soient aussi punies. Ce sont des crimes de génocide. Il n'y a pas un autre nom. Si nous sommes aujourd'hui à La Haye, c'est pour revendiquer, pour exiger qu'une justice soit faite, une reconnaissance de ces actes-là comme des crimes de génocide, parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Lorsqu'on voit l'armée burundaise quitte le Burundi, opère à l'intérieur de la République démocratique du Congo, dans le Minembwe, pour faire un blocus humanitaire, pour empêcher l'accès à tout ce qui peut être aide humanitaire, pour empêcher la population à vaquer librement et faciliter les bombardements. Ça s'appelle un acte de génocide. Et il n'y a pas un autre nom. Et en 2004, précisément le 13 août 2004, un massacre organisé encore une fois dans un camp de réfugiés censé être protégé par le droit international, censé être garanti par les Nations Unies. Et jusqu'à aujourd'hui, les Nations Unies ont été incapables de dénoncer ouvertement ces massacres-là. Et pourtant, les faits sont là. Les faits ont été documentés. Que dois-je encore dire? Que dois-je encore faire? Et aujourd'hui, le silence de la communauté internationale, l'inaction, le silence complice a fait en sorte que nous, la population locale, nous, la société civile, nous, le peuple, de prendre cette initiative en main et de venir réclamer, exiger la justice. Et c'est ça qui justifie notre présence aujourd'hui. Et nous ne cesserons jamais de le dire. Et nous allons continuer à dénoncer toutes ces organisations humanitaires, entre guillemets, de droits humains, qui sont incapables de dire la vérité, de dire ce qu'ils ont vécu sur le terrain, parce que les faits sont là, parce que les faits sont étis, parce que les faits n'ont pas été manipulés et les faits ne peuvent pas être manipulés. Nous allons continuer ce combat. Nous sommes là parce que nous n'avons pas d'autre choix. Nous sommes là parce que nous voulons qu'il y ait une coexistence pacifique. Pour qu'il y ait une coexistence pacifique, nous devons acquiser
toutes les organisations et tous les acteurs, à la fois politiques et institutionnels, qui sont là, qui facilitent les discours de haine. Et ces discours de haine ethnique contre les Banyamulenge fait en sorte que cette population aujourd'hui n'est plus en sécurité partout où il se trouve, même ici sur le sol européen. Même l'Union européenne est incapable, via sa section République démocratique du Congo, de produire ou de documenter un rapport qui atteste ces faits. Et nous sommes là dans une dynamique d'action et nous allons continuer et nous pensons que nous n'avons pas d'autre choix, nous en tant que citoyens, nous en tant que société civile, nous en tant que peuple, nous en tant que population, nous en tant que concernés directs, de mettre en place les actions qui vont faire en sorte que la vérité éclate pour que la justice soit faite. Nous demandons que la justice, nous ne demandons pas autre chose. Et nous voulons encore une fois dénoncer l'inaction, le silence complice de la communauté internationale, des Nations Unies, surtout de l'Union européenne qui opère en République démocratique du Congo, qui a une antenne dans la région de Kivu, précisément à Goma, et qui finance des différentes organisations, entre guillemets, des droits de l'homme, qui sont incapables de dénoncer ce que vivent la population de Minembwe. Donc voilà ce qui justifie notre essence en ce moment. Et nous n'avons pas de mots. Nous allons encore une fois retourner dans la salle parce qu'on a une cérémonie. Et on va s'incliner devant les victimes. Et les massacres, nous n'en voulons plus. Nous voulons que les gens vivent en paix. Nous voulons que les gens vivent ensemble. Nous voulons qu'il y ait une cohabitation pacifique dans la région des Grands Lacs parce qu'il y a une histoire commune. Parce qu'il y a une identité culturelle commune qui ne relève pas de la frontière culturelle imposée par la conférence de Berlin. Nous avons existé, les Banyamulenge, les Tutsis et consorts ont existé au Congo avant la conférence de Berlin de 1885. Et nous sommes là pour dire que rien ne peut changer l'histoire. Parce que l'histoire, elle était là avant que certaines puissances se retrouvent à Berlin pour cloisonner, pour couper l'Afrique. Et nous voulons que ce respect de ces identités-là soit mis en avant. Et c'est aussi notre deuxième combat. Et c'est là qu'on pourra parler de la coexistence pacifique. Parce que chacun doit comprendre que le Congo est avant tout un pays qui appartient à tout le monde et personne ne peut s'imposer et peut décider de nuire ou empêcher les autres de vivre chez eux. Voilà le message de ce jour. Merci beaucoup. Oui, voilà comment nous entrons dans notre bulletin d'information. Nous allons aux Pays-Bas. Les Banyamulenge commémorent les victimes de Gatumba et demandent à Tshisekedi de cesser de les persécuter. Des Banyamulenge vivant dans différents pays européens se sont réunis à La Haye, aux Pays-Bas, le 14 août 2026 pour commémorer leurs compatriotes tués dans les camps de réfugiés de Gatumba au Burundi en 2004. Ils ont une nouvelle fois demandé que justice soit rendue et que cessent les violences qui, selon eux, continuent d'être commises contre les Banyamulenge en République démocratique du Congo. La cérémonie a réuni des Banyamulenge vivant notamment en Belgique, en Allemagne, en Norvège, en Suède et au Danemark. La cérémonie a commencé par des prières suivies de témoignages des survivants du massacre de Gatumba. Parmi les intervenants figuraient des survivants ainsi que leurs représentants, notamment ceux de la Fondation Gatumba, représentés par Mudagiri Janvier. D'autres Congolais qui ne sont ni Tutsi ni Banyamulenge ont également participé à la cérémonie. Étant également présent, Nkurunziza Alexis, responsable chargé des affaires politiques et diplomatiques au sein du MRDP Twirwaneho. Sa présence à cette cérémonie est liée aux raisons pour lesquelles ce mouvement affirme avoir pris les armes, notamment pour lutter contre ce qu'il décrit comme des injustices, des massacres visant les Tutsis du Congo. Dans un discours prononcé lors de cette cérémonie, les Banyamulenge ont demandé au président Félix Tshisekedi de mettre fin aux violences qui les ciblent
et ont également réclamé la justice et ont également réclamé que la justice leur soit rendue. Jean-Pierre Rouhamira, l'un des organisateurs de l'événement, a souligné que les Banyamulenge avaient besoin de justice. Il a déclaré, je cite, « Nous avons besoin de justice, nous avons besoin de justice. Arrêtez de tuer les Banyamulenge. » Tshisekedi, arrêtez de tuer les Banyamulenge. Arrêtez de tuer les Banyamulenge. Nous avons besoin de justice. Les Banyamulenge ont besoin de justice. Les Tutsis du Congo ont besoin de justice. Tshisekedi, arrêtez de tuer les Banyamulenge. Fin de citation. Dans la nuit du 13 août 2004, le camp des réfugiés de Gatumba, situé près de la frontière entre le Burundi et la République démocratique du Congo, a été attaqué par des hommes armés, dont beaucoup étaient des combattants du mouvement Force nationale de libération FNL. Au moins 152 Congolais ont été tués et 106 autres blessés. La majorité des victimes étaient des Banyamulenge qui avaient fui vers le Burundi en raison des combats qui se déroulaient alors en République démocratique du Congo. Les personnes présentes dans le camp ont été tuées par balles, tandis que d'autres ont été brûlées. Les réfugiés appartenant à d'autres communautés présentes dans le camp n'ont pas été visés dans les mêmes proportions. Les forces burundaises n'ont rien fait pour empêcher le massacre, bien que celui-ci se soit déroulé à proximité de leur position. Les forces des Nations Unies chargées du maintien de la paix n'ont appris l'existence de l'attaque qu'après sa fin. En 2004, des mandats d'arrêt avaient été délivrés contre 2 dirigeants des FNL, dont Agathon Rwasa, mais la procédure judiciaire n'a pas été poursuivie. C'est également pour cette raison que, lors de la cérémonie organisée à La Haye, Rouhamira et ses collègues ont de nouveau demandé à la Cour pénale internationale CPI de se saisir de cette affaire. Il a déclaré, je cite, « CPI poursuivait Agathon Rwasa qui a tué les Banyamulenge à Gatumba. Les survivants du massacre de Gatumba ont besoin de justice. CPI, écoutez nos voix. » Fin de citation. Le même jour, des représentants des Banyamulenge de Minembwe en République démocratique du Congo ont également remis au parquet de la CPI à La Haye un autre dossier demandant l'ouverture d'une enquête sur les crimes qu'ils affirment continuer à subir. Ce dossier a été remis à la CPI par des représentants des Banyamulenge accompagnés d'avocats, notamment Maître Bernard Manguin et Maître Innocent Désiliaï. Ils accusent le président Tshisekedi, certains responsables de la République démocratique du Congo, ainsi que des responsables et des institutions burundaises d'être impliqués dans des crimes qu'ils qualifient notamment des crimes contre l'humanité, crimes de guerre et autres actes de persécution visant les Banyamulenge. République démocratique du Congo, territoire de Masisi, depuis près de 3 jours consécutifs, des combats se déroulent dans cette partie du territoire de Masisi située à proximité du territoire de Karehe. Dans le territoire de Masisi, notamment dans la zone du Famando 1er, l'AFC M23 contrôle plusieurs localités parmi lesquelles Gasovu, Nyakigano, Nzingati, Burura, Kumuringoti, Katugunda et Muko. Ces localités étaient jadis des bastions des FARDC, des FDNB, des Wazalendo et des FDLR. L'AFC M23 aurait également encerclé la zone de Remeka qui constituait depuis un certain temps un important point de départ
des attaques menées par la coalition des forces combattantes aux côtés du gouvernement de Kinshasa. En territoire de Kalehe, province du Sud Kivu, bordière du territoire de Massissi, jusqu'à la soirée du 15 août 2026, l'AFC M23 avait repris le contrôle de plusieurs zones du territoire de Kalehe, notamment Tchambombo, Gatare et Kigali. Le secteur de Kigali porte ce nom en raison de la présence, selon cette source, d'un important bastion des FDLR dont les positions auraient été détruites par l'AFC M23. Dans la zone de Tchambombo, les FDLR, après avoir fui, auraient pillé le centre de Tchambombo, ne laissant pratiquement rien derrière eux. À Gatare et Kigali, les forces combattantes aux côtés du gouvernement de Kinshasa, notamment les FDLR, auraient abandonné d'importantes quantités d'armes, dont plusieurs armes lourdes. Dans cette zone de Kigali, la FC M23 aurait également abattu un général autoproclamé connu sous le pseudonyme de Ziranyereye, alias Mike. Donc, il a été abattu, il est mort. C'est sérieux. C64 annonce une manifestation nationale contre le projet de modification de la Constitution de la République démocratique du Congo. La coalition Article 64, C64, une plateforme regroupant des partis de l'opposition en République démocratique du Congo, a annoncé qu'elle allait intensifier ses actions de mobilisation de la population en faveur des manifestations. Elle prévoit notamment une marche pacifique le 15 septembre 2026 qui devrait se tenir dans plusieurs régions du pays. Cette coalition réunit plusieurs figures importantes de l'opposition, notamment Martin Fayoulou de l'ESID, Jean-Marc Kabound de l'ACH, Moïse Katumbi d'Ensemble, Augustin Matata Pogno du LGD et Délice Sanga d'Envol. C64 s'oppose à toute modification de la Constitution. Selon C64, cette manifestation vise à montrer que la population n'accepte pas ce qu'elle considère comme une tentative de modifier ou de contourner les dispositions de la Constitution de la République démocratique du Congo, particulièrement celles relatives à la limitation du nombre de mandats du président de la République. D'après la coalition, une marche pacifique nationale aura lieu le 15 septembre 2026. À Kinshasa, les manifestants devraient se rassembler à différents points avant de se diriger vers le siège du Parlement congolais. Cette date correspond également au jour prévu pour l'ouverture de la session parlementaire. Cette manifestation pourrait ainsi devenir l'un des principaux événements politiques prévus dans la capitale congolaise cette année, notamment dans un contexte marqué par les problèmes sécuritaires et les tensions politiques. C64 critique le processus lié au référendum. C64 a également critiqué la décision de renvoyer au Parlement le projet de la loi relatif à l'organisation du référendum après que la Cour constitutionnelle eut formulé des réserves concernant ce texte. La coalition estime que le simple renvoi du projet au Parlement pour réexamen ne suffit pas à démontrer que le projet de modification de la Constitution a été abandonné. C64 affirme qu'il faut une preuve concrète
démontra que cette initiative a été définitivement suspendue. La coalition s'inquiète également du temps restant avant les prochaines élections prévues par la Constitution. Elle établit un lien entre les débats sur la modification de la Constitution et la situation difficile que traverse actuellement la République démocratique du Congo, notamment la guerre et les problèmes sécuritaires persistants dans plusieurs régions du pays. La question du mandat du président Tshisekedi. La principale question soulevée par C64 concerne la durée du mandat du président Félix Tshisekedi. La coalition s'appuie notamment sur l'article 220 de la Constitution qui porte sur le principe de limitation du nombre de mandats présidentiels ainsi que sur l'article 70 qui fixe la durée du mandat du président de la République. C64 insiste sur le fait qu'aucun mécanisme juridique, référendum ou autre procédé politique ne devrait être utilisé pour ouvrir la voie à une éventuelle troisième candidature de Félix Tshisekedi. La coalition appelle la population à rester vigilante et à continuer à défendre ce qu'elle qualifie de pacte républicain, c'est-à-dire les principes fondamentaux régissant le fonctionnement de la République. Guerre et tensions politiques. L'annonce de cette manifestation intervient alors que la République démocratique du Congo continue de faire face à de nombreux défis, particulièrement sur le plan sécuritaire dans l'est du pays où les combats et les conflits continuent d'affecter les populations civiles. C64 estime que, alors que le pays connaît encore des problèmes sécuritaires et que certaines parties du territoire restent affectées par la guerre, les discussions sur une modification de la Constitution pourraient davantage accentuer les tensions politiques. La coalition évoque également le terme de balkanisation pour exprimer ses craintes de voir le pays davantage se fragmenter ou perdre son unité dans un contexte de guerre et de tensions politiques. Kinshasa face à un nouveau test politique. L'annonce de cette marche place le pouvoir de Kinshasa face à un nouveau défi politique important. D'un côté, C64 affirme que la manifestation sera pacifique et qu'elle vise à défendre la Constitution et les principes républicains. De l'autre, les autorités devront gérer les éventuelles conséquences de ce type d'action sur la sécurité publique et le fonctionnement des institutions de l'État. L'un des principaux éléments à observer sera la manière dont le gouvernement du président Tshisekedi réagira à cette mobilisation ainsi que le nombre de personnes qui y participeront. Si la manifestation rassemble une importante foule, elle pourrait donner à C64 un nouvel élan dans son combat politique et accroître la pression exercée sur le pouvoir concernant la question constitutionnelle. C64 remet ainsi la question de la Constitution au centre des tensions politiques en République démocratique du Congo en annonçant une marche pacifique nationale le 15 septembre 2026. Son message est clair, la coalition s'oppose à tout mécanisme qui pourrait permettre au président Félix Tshisekedi d'ouvrir la voie à une candidature pour un troisième mandat. La réaction des autorités de Kinshasa et la mobilisation de la population seront donc parmi les principaux éléments susceptibles de déterminer
l'évolution du débat politique en République démocratique du Congo au cours des prochains mois. Témoignage de M. Bizuru Ndakize sur l'histoire, les blessures et les leçons du pouvoir du souvenir de Banyamulenge tué à Gatumba. Lors de la cérémonie de commémoration de Banyamulenge tué à Gatumba au Burundi en 2004, organisée dans le camp de Nakivale en Ouganda, où vivent de nombreux réfugiés Banyamulenge et autres Congolais ayant fui la guerre et l'insécurité en République démocratique du Congo. Bizuru Ndakize est revenu sur l'histoire, les blessures et les principales leçons que les Banyamulenge, en particulier les jeunes, devraient connaître. Gatumba dans le contexte plus large de l'histoire de Banyamulenge. Dans son intervention, Bizuru a souligné que le souvenir des personnes tuées ne doit pas être uniquement un retour sur les événements du passé. Il doit également constituer une occasion de comprendre l'histoire, d'identifier les problèmes qui ont affecté la communauté Banyamulenge et de réfléchir à la manière dont les générations futures peuvent construire un avenir meilleur. S'est inquiété du fait que les jeunes ne participent pas suffisamment aux activités de commémoration et d'apprentissage de l'histoire, alors qu'ils sont appelés à préserver l'héritage, à connaître leurs origines et à réfléchir à l'avenir. Bizuru Ndakize a déclaré que le massacre commis contre les Banyamulenge à Gatumba en 2004 ne devrait pas être considéré comme un événement isolé, mais replacé dans le contexte plus large de l'histoire des violences et des attaques dont les Banyamulenge ont été victimes dans différentes régions de la République démocratique du Congo. Selon lui, commémorer les victimes devrait aller de pair avec l'enseignement de leur histoire aux générations futures afin que celles-ci comprennent le parcours de leur communauté, les difficultés qu'elle a traversées et leur propre rôle dans la construction de l'avenir. L'histoire des Banyamulenge est l'origine du nom. En présentant sa vision de l'histoire de Banyamulenge, Bizuru a déclaré que cette communauté possède une longue histoire dans l'est de la République démocratique du Congo. Il a indiqué que le nom Banyamulenge a été largement utilisé à partir de la fin des années 1960, notamment pour désigner des populations considérées comme originaires du Rwanda, mais qui vivaient depuis longtemps au Congo. Il a expliqué que ce nom provient de la région de Murenge, située dans le territoire d'Uvira, où, selon lui, les Banyamulenge vivaient depuis longtemps. Bizuru a également estimé que l'histoire des Banyamulenge ne devrait pas être abordée de manière simpliste ni réduite aux seuls problèmes politiques actuels. Il faudrait plutôt étudier le mouvement des populations, les frontières, les différents régimes politiques qui se sont succédés, ainsi que les relations entre les différents groupes de l'Est du Congo. Guerre, traite des êtres humains et changement dans la gouvernance. Dans son témoignage, Bizuru est revenu sur les différentes guerres auxquelles les Banyamulenge auraient participé au cours de leur histoire. Il a évoqué une première guerre qu'il a liée à l'expansion des zones d'habitation, puis une autre période de conflit associée à la traite des êtres humains pratiquée par des commerçants arabes. Il a affirmé que les Banyamulenge s'étaient opposés à cette traite et que les affrontements qui en avaient résulté avaient eu un coût humain important, avec notamment de nombreux civils tués. Selon Bizuru, cette opposition à la traite des êtres humains
aurait également affecté les relations entre les Banyamulenge, les autres populations et les autorités de l'époque. Il a ajouté que par la suite, les autorités avaient modifié les structures administratives dans les régions où les Banyamulenge vivaient traditionnellement et que certains territoires avaient été retirés à leurs dirigeants pour être confiés à d'autres responsables. Terre, bétail et conséquences de guerre. L'un des problèmes évoqués par Bizuru concerne ce qu'il décrit comme la spoliation des terres et du bétail des Banyamulenge à différentes périodes. Il a déclaré qu'à certaines époques, les Banyamulenge avaient perdu un grand nombre de bovins, mais qu'ils avaient ensuite reconstitué leurs troupeaux. Il a ajouté que les conflits plus récents avaient également continué à affecter l'élevage, certaines bêtes ayant, selon lui, de nouveau été volées ou perdues à cause de troubles. Pour lui, la question des terres et des biens ne devrait pas être considérée uniquement comme une question économique, mais également comme une composante de l'histoire de la sécurité et des relations entre les populations. Bizuru a déclaré que les périodes de persécution, d'emprisonnement et de spoliation avaient amené certains Banyamulenge à grandir avec l'idée que le soldat était une personne chargée de confisquer les biens et de tuer. Il a expliqué avoir compris par la suite que les principales responsabilités d'un militaire sont de protéger le pays, la population et de respecter les lois et de préserver la vie et la sécurité des citoyens. Selon lui, cette leçon devrait être intégrée à l'éducation des jeunes afin que l'histoire des guerres ne conduisait pas à considérer la violence comme un moyen normal de résoudre les conflits. Éducation et perception de l'histoire. Dans son intervention, Bizuru a également critiqué ce qu'il considère comme les efforts de certains responsables politiques visant à effacer ou à déformer l'histoire de Banyamulenge. Il a déclaré que les Banyamulenge et les Bafuriro ont une longue histoire dans l'est de la République démocratique du Congo et a affirmé que les Banyamulenge seraient arrivés au Congo avant les Babembe. Il a également abordé la question de l'éducation, affirmant qu'à certaines périodes, les Banyamulenge n'avaient pas suffisamment accès aux écoles dans les régions où ils vivaient. Il a évoqué un responsable religieux appelé représentant Ruhigita, affirmant que certaines écoles n'avaient pas été implantées dans les zones habitées par les Banyamulenge malgré la présence d'activités religieuses. Selon lui, ces obstacles à l'éducation ont eu des conséquences sur le développement de la population. Un accès insuffisant à l'éducation peut notamment empêcher une communauté de bien comprendre son histoire, de défendre ses intérêts par les moyens légaux et de participer efficacement à la gouvernance. Bizuru a également cité certains responsables politiques, notamment Justin Bitakwira, dont il estime que certains discours ou certaines positions contribue à déformer l'histoire des Banyamulenge. La question du rôle de la communauté internationale. L'une des questions importantes soulevées par Bizuru concerne la raison pour laquelle, selon sa perception, la communauté internationale aurait continué à rester spectatrice alors que les Banyamulenge étaient confrontés à des massacres et à des persécutions. En établissant une comparaison historique, il a évoqué l'histoire des Juifs
affirmant qu'ils avaient eux aussi traversé de graves périodes de massacres et de persécutions, mais que les survivants et ceux qui les soutenaient avaient cherché des moyens de reconstruire leur vie et leur pays. Selon lui, cette expérience devrait amener les Banyamulenge à comprendre l'importance de disposer d'un lieu où vivre, de terre et des moyens nécessaires pour construire leur avenir. Il a également évoqué l'histoire des Tutsis du Rwanda, estimant qu'elle montre comment l'appartenance ethnique peut devenir un motif de persécution. Il a donc encouragé les Banyamulenge à étudier les événements survenus ailleurs afin de comprendre les conséquences de la haine fondée sur l'appartenance ethnique. Les massacres et les blessures doivent être documentés. Bizuru a déclaré que, selon sa perception, plusieurs actes de violence auraient été commis contre les Banyamulenge dans différentes régions de la République démocratique du Congo. Il a cité notamment Gatumba, Kabera, Bibogobogo, Gatongo et Nganji, estimant que les massacres qui s'y sont produits devraient être documentés et étudiés dans les livres d'histoire. Il a également cité le cas de Biura, affirmant que les Banyamulenge auraient été enfermés dans des églises et des écoles dans le but de les incendier, tandis que certains auraient réussi à s'échapper. Il a précisé que ces événements auraient eu lieu à l'époque des forces armées du Zaïre. Le texte souligne autrefois que ces épisodes historiques importants et douloureux devraient faire l'objet de recherches approfondies avec la collecte de témoignages des survivants et des documents provenant d'organisations indépendantes afin de mieux établir les faits historiques. Critique du pouvoir et de la manière dont l'histoire est écrite. Bizuru a également critiqué le président Félix Tshisekedi, affirmant que son gouvernement aurait cherché à minimiser ou à ne pas suffisamment mettre en lumière les massacres commis contre les Banyamulenge. Il a fait référence aux initiatives gouvernementales visant à mener des recherches sur l'histoire des massacres commis en République démocratique du Congo. Selon lui, plusieurs épisodes ont été abordés, mais les violences commises contre les Banyamulenge, notamment celle de Gatumba, n'occuperaient pas une place suffisante dans le discours politique. Il a également évoqué ce qu'il a appelé géoconiste, affirmant que de nombreux massacres auraient été ignorés. Le texte précise toutefois que ces affirmations devraient continuer à être examinées à la lumière des documents des commissions, des rapports des organisations internationales et de recherches indépendantes, notamment concernant les crimes commis au cours de différentes périodes de conflits en République démocratique du Congo. Les guerres et leurs conséquences sur la communauté Banyamulenge. Bizuru a déclaré que plusieurs décennies de guerre avaient eu de graves conséquences sur la communauté Banyamulenge. Parmi ces conséquences, il a cité la perte de vie humaine en raison de combats et de massacres survenus dans différentes régions, la pauvreté due à la destruction des activités économiques et au déplacement des populations, la perte du bétail, notamment des bovins, qui constituait une source importante de revenus pour de nombreuses familles, la déscolarisation des enfants liée au déplacement, à l'insécurité et au manque d'école, la perte culturelle provoquée par les déplacements et la séparation des familles,
Les divisions qui, selon lui, réduisent progressivement la capacité des Banyamulenge à travailler ensemble. Et enfin, les traumatismes résultant de plusieurs années de guerre, de massacres, de déplacements et d'autres formes de violence. Il a insisté sur le fait que les traumatismes constituent un problème important qui ne doit pas être négligé car une personne peut avoir survécu à une guerre tout en continuant à en subir les conséquences dans sa vie intérieure et quotidienne. Un message important à la jeunesse. Dans son intervention, Bizuru s'est particulièrement adressé aux jeunes. Il a déclaré que le problème n'est pas seulement que les jeunes connaissent mal leur histoire, mais que cette méconnaissance peut les empêcher de prendre des décisions fondées sur la connaissance et la compréhension. Il les a encouragés à étudier, lire et faire des recherches sur leur histoire, tout en demandant que celle-ci soit enseignée d'une manière constructive, sans encourager la haine ou la vengeance. Pour lui, connaître l'histoire ne devrait pas servir à transmettre la rancœur de génération en génération. Cela devrait plutôt permettre de comprendre ce qui s'est passé, de préserver la vérité, d'empêcher la répétition des crimes et de rechercher des moyens de construire une paix durable. La terre comme fondement de l'avenir. À la fin de son intervention, Bizuru a insisté sur l'importance de la terre. Il a déclaré que les Banyamulenge devraient connaître la valeur de leur terre car celle-ci constitue l'un des piliers de la vie familiale, de l'économie et de l'avenir. Il a appelé les Banyamulenge à bien comprendre les difficultés auxquelles ils sont confrontés tout en les encourageant à ne pas laisser les problèmes historiques les empêcher d'avoir confiance en l'avenir. Se souvenir pour apprendre et construire l'avenir. Le témoignage de Bizuru Ndakize livré lors de la cérémonie de commémoration de Banyamulenge tués à Gatumba a une nouvelle fois mis en évidence l'importance de préserver l'histoire des communautés ayant connu la guerre, les massacres et les persécutions. Mais le principal enseignement de son message est que la commémoration ne devrait pas se limiter aux larmes et aux souvenirs de personnes disparues. Elle devrait également pousser les survivants à étudier, faire des recherches, écrire leur histoire, transmettre ces connaissances à leurs enfants et mettre en place des institutions capables de les protéger contre la répétition de telles tragédies. Pour la jeunesse Banyamulenge, le message est donc d'apprendre l'histoire sans faire de la haine un héritage, de connaître les blessures tout en cherchant à les guérir, de comprendre l'importance de la guerre et de l'éducation, et de participer à la construction d'un avenir fondé sur la connaissance, l'unité et l'espoir. Pour l'ensemble de la communauté congolaise et la région des Grands Lacs, l'histoire des massacres et des conflits devrait continuer à être étudiée de manière approfondie et impartiale afin que la vérité soit établie, que les victimes soient commémorées et que la justice et la paix durable puissent reposer sur des bases solides. Voilà, c'est la fin du témoignage de Bizuru Ndakize. On revient au Rwanda. Au Rwanda, les résultats des examens d'État seront bientôt publiés. L'Office national chargé des examens et de l'inspection des écoles, NESA,
a annoncé que les résultats des examens d'État des fins d'études primaires et du cycle du tronc commun seront publiés le 20 août 2026. Le premier trimestre de l'année scolaire 2026-2027 débutera le 7 septembre. Dans un communiqué publié le 15 août, NESA a précisé que les résultats concernés sont ceux des élèves ayant terminé l'école primaire et le cycle secondaire du tronc commun. Le communiqué indique, je cite, « NESA informe les élèves, les enseignants, les responsables des établissements scolaires, les parents ainsi que les partenaires que les résultats des examens d'État de fin d'études primaires et du cycle secondaire appelé au Rwanda OLEVO, bien tronc commun, pour l'année scolaire 2025-2026 seront publiés le 20 août 2026 à 14 heures. Fin de citation. Au total, 277 452 élèves ont participé aux examens d'État de fin d'études primaires. Parmi eux, plus de 900 élèves en situation de handicap ont passé les examens dans des conditions adaptées à la nature de leur handicap. Pour les examens d'État de l'enseignement secondaire de l'année scolaire 2025-2026, tronc commun, donc ceux qui terminent la troisième année secondaire, 258 255 candidats ont participé. Pour les examens d'État de l'enseignement secondaire de l'année scolaire 2025-2026, 258 255 candidats ont participé, dont 149 533 au cycle secondaire général, tronc commun, et 108 722 au deuxième cycle de l'enseignement secondaire ELEVO. Mesdames et messieurs, chers auditeurs et auditrices, téléspectateurs et téléspectatrices, c'est la fin de ce bulletin d'information sur Radio-Télévision Nouria Mashariki Official. Merci de nous avoir suivis et de votre confiance. Restez à l'écoute de nos programmes pour davantage d'informations, d'analyses et d'émissions. Nous vous souhaitons une excellente